Un enfant est censé voir en son père un guide, un protecteur, un modèle moral, mais que se passe-t-il lorsque ce père devient un manipulateur calculateur capable d'utiliser sa propre fille comme instrument de meurtre? L'affaire Cinnamon Brown n'est pas seulement un crime familial, c'est l'histoire d'une manipulation méthodique transformant une adolescente en arme. Dans la banlieue aisée de Garden Grove, en Californie, David Brown semblait être un homme accompli, entrepreneur prospère dans le domaine informatique, marié pour la 5e fois à Linda, 23 ans, et père d'une fille de 14 ans issue d'un précédent mariage, Cinnamon. À première vue, une famille recomposée, moderne et stable, mais derrière cette image se cachait une réalité plus sombre. David Brown entretenait une relation secrète avec Patty Bailey et la sœur cadette de son épouse, Linda, âgée de 17 ans. Il voulait se débarrasser de Linda. Un contrat d'assurance vie d'1 million de dollars rendait sa mort particulièrement lucrative. Plutôt que de commettre lui-même le crime, David entreprit de conditionner sa propre fille. Pendant des mois, il persuada Cinnamon que sa belle-mère était dangereuse, qu'elle complotait pour leur nuire. Il construisit un récit de menaces imminentes, affirmant que seul Cinnamon pouvait le sauver. La manipulation fut progressive et implacable. Il transforma la peur en devoir moral. Dans la nuit du 19 mars 1985, le plan fut exécuté. Suivant les instructions précises de son père, Cinnamon prit une arme à feu et entra dans la chambre où Linda dormait. Elle tira 2 coups, la tuant, mais la mise en scène ne s'arrêta pas là. David força ensuite sa fille à simuler une tentative de suicide, ingestion de médicaments, notes désespérées, ligotage dans une niche extérieure. L'objectif était clair, présenter Cinnamon comme une adolescente perturbée ayant agi seule. La stratégie fonctionna initialement. Cinnamon fut arrêtée, jugée et condamnée à 24 ans de prison dans un centre pour mineurs. David, lui, jouait le rôle du père endeuillé. Cependant, le père de Linda refusa de croire à cette version. Il insista pour qu'une enquête plus approfondie soit menée. En détention, Cinnamon commença à évoquer des éléments troublants à une agente de probation et à sa tante. Les autorités organisèrent alors des enregistrements secrets. Les conversations révélèrent la vérité. Le meurtre avait été orchestré par David Brown. En 1988, David Brown et Patty Bailey furent arrêtés. Au procès, Cinnamon témoigna contre son père, décrivant les mois de manipulation et les instructions détaillées reçues. En 1990, David fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Patty Bailey fut également condamnée. Cinnamon fut libérée en 1992 après 7 années de détention. Elle reconstruisit sa vie sous une nouvelle identité. Ce dossier illustre un aspect particulièrement inquiétant de la criminalité familiale, la capacité d'un adulte manipulateur à instrumentaliser un mineur, transformant l'autorité parentale en outil de destruction. Était-elle une adolescente fascinée par la violence, rêvant de transformer ses récits macabres en réalité, ou bien une jeune fille enfermée dans un foyer toxique, convaincue qu'elle n'avait plus d'issue? L'affaire Ashley Martinson demeure l'un des dossiers les plus troublants où la frontière entre victime et bourreau semble presque impossible à tracer. Dans la petite communauté rurale de Phelps, dans le Wisconsin, Ashley, 17 ans, menait en apparence une vie ordinaire. Mais sur Internet, elle cultivait une identité sombre. Sous un pseudonyme gothique, elle publiait des textes et des poèmes remplis d'images sanglantes, de mutilations et de figures démoniaques. Pour l'accusation, ces écrits constituaient la preuve d'une obsession ancienne pour la violence. Cependant, la défense présenta une toute autre version. Selon Ashley, son domicile était un lieu de peur constante. Elle affirma que son beau-père, Thomas Ayers, 37 ans, était autoritaire, violent et psychologiquement abusif. Elle déclara qu'il l'aurait enfermé dans sa chambre, humilié régulièrement et exerçait des violences physiques. Sa mère, Jennifer Ayers, 40 ans, aurait été incapable ou peu disposée à la protéger. Le 7 mars 2015, la tension accumulée explosa. Selon le témoignage d'Ashley, une dispute éclata avec son beau-père. Elle affirma avoir agi dans un moment de terreur. Elle saisit un fusil et tira sur lui à 2 reprises, l'atteignant mortellement à la tête.
Peu après, sa mère entra dans la pièce. Armée d'un couteau, Ashley l'attaqua et la poignarda plus de 30 fois. La brutalité des faits fut immédiatement choquante. Mais ce qui suivit ajouta une dimension encore plus troublante à l'affaire. Ashley se rendit dans la chambre où ses 3 demi-sœurs, toutes âgées de moins de 10 ans, s'étaient réfugiées. Elle ne leur fit aucun mal. Au contraire, elle leur donna des collations, mit un film et leur laissa un mot « Je suis désolée, je vous aime ». Elle leur demanda de ne pas sortir, évoquant un terrible accident. Puis elle quitta les lieux avec son petit ami, Ryan Sisko, laissant les enfants enfermés dans une maison contenant 2 corps sans vie. Le lendemain, l'une des fillettes parvint à appeler les secours. La police lança immédiatement une recherche nationale. Ashley fut arrêtée dans l'Indiana peu de temps après. Le procès opposa 2 récits irréconciliables. L'accusation décrivit une jeune femme manipulatrice, fascinée par la mort et ayant prémédité un double homicide qu'elle fantasmait depuis des années. Ses écrits furent utilisés comme preuve d'intention. La défense, en revanche, parla d'un traumatisme prolongé, d'un syndrome de la personne battue et d'une réaction désespérée à une menace perçue comme imminente. Selon eux, ces textes n'étaient pas un plan, mais un mécanisme de survie. Face au risque d'une condamnation à perpétuité pour meurtre au premier degré, Ashley accepta un accord. Elle plaida coupable pour 2 chefs d'homicide intentionnels au second degré. En 2016, elle fut condamnée à 23 ans de prison, suivie de 17 ans de supervision prolongée. Son affaire demeure un cas d'école complexe. Elle oblige à interroger la notion de responsabilité chez un adolescent ayant grandi dans un environnement potentiellement abusif. Était-elle une meurtrière froide dissimulant ses actes derrière une histoire tragique ou une victime devenue auteur d'un acte extrême sous la pression d'années de violence? La justice a tranché, mais le débat public, lui, ne s'est jamais complètement éteint. Lorsque l'on imagine un parricide, on pense souvent à la panique, à une fuite désespérée ou à un aveu précipité. Mais que se passe-t-il lorsqu'après avoir tué son propre père, une adolescente décide simplement d'organiser une fête? Que révèle un mois de célébration financé par l'argent de la victime, tandis que son corps se décompose à quelques mètres de là? En 2014, Michael Howell, ancien rédacteur sportif, venait d'acheter une cabane isolée dans les montagnes de Maggie Valley, en Caroline du Nord. Il espérait offrir à sa fille de 17 ans, Crystal, un nouveau départ. La propriété, entourée de forêts et éloignée de toute agitation urbaine, devait symboliser la paix et la reconstruction. Mais derrière cette apparente tentative de renaissance familiale se cachait une relation profondément tendue. En cas, les conflits entre le père et la fille étaient fréquents. Le 24 février 2014, au matin, la tension atteignit son point de rupture. Profitant d'un moment où son père se trouvait vulnérable après une douche, Crystal prit une décision irréversible. Elle se dirigea vers l'armoire à armes, saisit son fusil et lui tira une balle dans la tête. La mort fut immédiate. Cependant, le meurtre ne fut que le début. Plutôt que d'appeler les secours ou de fuir, Crystal entreprit d'effacer méthodiquement l'existence de son père. Elle traîna son corps à travers la maison, laissant derrière elle une traînée de sang, puis parvint à le dissimuler dans un grand bac de rangement en plastique. Elle transporta ensuite ce contenant jusqu'à une remise située sur la propriété et l'y abandonna. Le corps dissimulé, elle passa à l'étape suivante, transformer la cabane en lieu de fête. Pendant près d'un mois, la maison devint un espace de soirée continue, marqué par l'alcool, la drogue et la musique forte. Crystal dépensa l'argent de son père sans retenue. Elle fit repeindre son véhicule, installa un système audio coûteux et invita des amis à s'installer avec elle. Pendant ce temps, le corps de Michael Howell se décomposait dans la remise, l'odeur devenant de plus en plus insupportable. Elle mentit également à sa famille élargie, inventant une version selon laquelle son père se serait suicidé et qu'elle l'aurait enterré dans les bois, prétendant être submergée par le chagrin. Sa performance fut suffisamment convaincante pour retarder toute suspicion. La vérité éclata à la fin du mois de mars. 2 amis, souhaitant déplacer un objet volumineux dans la remise, furent alertés par l'odeur nauséabonde émanant du bac plastique. En l'ouvrant, ils découvrirent le corps en décomposition. Les autorités furent immédiatement prévenues. Crystal avait déjà pris la fuite. Après 2 jours de recherche, elle fut arrêtée en Géorgie. Lors de son interrogatoire,
interrogatoire, elle déclara avoir agi par colère. Son père envisageait de vendre un cochon domestique auquel elle était attachée. Ce motif, d'une trivialité choquante, fut la seule justification qu'elle donna. Confrontée à des preuves accablantes, Crystal Brooke Howell plaida coupable pour meurtre au premier degré et dissimulation de décès. En 2016, elle fut condamnée à une peine minimale de 30 ans de prison. Cette affaire ne se distingue pas uniquement par la violence initiale, mais par l'indifférence glaçante qui suivit, l'absence apparente de remords pendant un mois entier, la banalisation du crime et la capacité à vivre à proximité du corps témoignent d'une rupture profonde avec toute norme émotionnelle. Elle ne s'est pas contentée de tuer son père, elle a effacé son existence puis a célébré sa disparition. Qu'est-ce qui peut pousser une adolescente de 16 ans, fille d'un pasteur respecté dans une petite communauté rurale, à participer activement au massacre de sa propre famille? Comment une jeune fille décrite comme douce, pieuse et obéissante peut-elle écouter, cachée à l'extérieur de sa maison, pendant que sa mère est presque décapitée et que ses jeunes frères sont exécutés dans leur lit? Dans la tranquille localité d'Alba, au Texas, la famille Caffey incarnait l'image même de la foi et de la stabilité. Terry Caffey était pasteur de la Miracle Faith Baptist Church. Son épouse Penny était profondément engagée dans la communauté. Ensemble, ils élevaient leurs 3 enfants dans un environnement strict mais aimant. Erin, l'aînée, chantait dans la chorale de l'église et travaillait à temps partiel dans un fast-food local. Rien, en apparence, ne la distinguait d'une adolescente ordinaire. Tout bascula à la fin de l'année 2007 lorsqu'elle commença une relation avec Charlie Wilkinson, 19 ans. Le jeune homme avait déjà un passé instable, marqué par des comportements inquiétants. Les parents d'Erin perçurent rapidement l'emprise qu'il exerçait sur leur fille. La relation leur semblait intense, précipitée, malsaine. Ils décidèrent d'intervenir. Après quelques semaines, ils imposèrent un ultimatum. Erin devait rompre avec Charlie. Ce qui, pour eux, relevait d'une décision parentale raisonnable fut vécu par l'adolescente comme une trahison et une déclaration de guerre. Dans son esprit, ses parents devenaient les obstacles à son bonheur. Au lieu de fuir, Erin choisit l'escalade. Et avec Charlie et 2 complices, Charles Wade et Bobby Johnson, un plan d'une brutalité inouïe fut élaboré. L'objectif n'était pas simplement de partir ensemble, il était d'éliminer toute opposition. La famille entière devait mourir, la maison devait être incendiée, l'argent de l'assurance devait financer leur nouvelle vie. Erin participa activement à la préparation, horaire de la famille, disposition des pièces, habitudes nocturnes. Elle devint la pièce centrale d'une conspiration visant l'anéantissement de son propre foyer. Dans la nuit du 1er mars 2008, vers 3 heures du matin, l'attaque commença. Charlie Wilkinson et Charles Wade forcèrent l'entrée. Dans la chambre parentale, la violence fut immédiate et extrême. Penny Caffey fut attaquée avec un sabre, frappée avec une telle sauvagerie qu'elle fut presque décapitée. Terry Caffey fut abattue à plusieurs reprises. Pendant l'assaut, Terry entendit la voix de sa fille. Lorsqu'on demanda si son père était mort, elle répondit « Je ne sais pas ». 2 mots glaçants qui résonneraient à jamais. Les 2 jeunes frères furent ensuite assassinés dans leur chambre. La maison fut incendiée pour effacer les traces. Les assaillants prirent la fuite, mais contre toute logique, Terry Caffey survécut. Gravement blessé, brûlé, touché par plusieurs balles, il parvint à ramper hors de la maison en flammes et à rejoindre un voisin. Son témoignage permit aux autorités d'arrêter les 4 conspirateurs le jour même. Les conséquences judiciaires furent lourdes. Wilkinson et Wade plaidèrent coupables et furent condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dont Bobby Johnson écopa de 40 ans. Erin Caffey accepta un accord en échange de son témoignage et fut condamné à 2 peines de prison à vie plus 25 ans. Mais l'aspect le plus saisissant de cette affaire n'est pas seulement l'horreur du crime, c'est la décision de Terry Caffey. L'homme qui avait perdu sa femme et ses fils choisit de pardonner à sa fille. Depuis son lit d'hôpital, il entreprit un long chemin de reconstruction physique et spirituelle. Il rendit visite à Erin en prison et lui déclara qu'il lui pardonnait. Aujourd'hui encore, cette affaire demeure une étude troublante sur la manipulation, la radicalisation émotionnelle et les dérives d'un amour adolescent devenu obsession. Mais elle reste aussi le témoignage d'un pardon presque inconcevable face à l'irréparable. À l'ère des smartphones, l'univers d'un adolescent tient dans un écran, messages privés, photos,
promesses murmurées à travers un clavier. Mais que se passe-t-il lorsque ces conversations deviennent le plan détaillé d'un meurtre? Lorsque chaque notification rapproche un enfant de l'assassinat de sa propre mère? En 2015, Jaime Silverneck, 14 ans, était élève dans un lycée catholique d'Allentown, en Pennsylvanie. À l'extérieur, elle semblait être une adolescente ordinaire, vivant avec sa mère, Cheryl Silvonic, 54 ans. Mais en ligne, elle entretenait une relation secrète avec Caleb Barnes, 20 ans, soldat en service actif. Leur relation se développa intensément par message. Lorsque Cheryl découvrit l'existence de cet homme adulte dans la vie de sa fille mineure, elle réagit immédiatement. Elle interdit tout contact et menaça de signaler Barnes aux autorités pour relations illégales avec mineurs. Dans l'esprit d'Jaime, sa mère ne la protégeait pas. Elle devenait un obstacle. Les échanges numériques entre Jaime et Barnes révélèrent plus tard une planification méthodique. Elle exprima clairement son désir de voir sa mère disparaître. Les deux discutèrent des méthodes, des horaires, des alibis. Elle envoya même un croquis détaillant la disposition de la maison. Elle suggéra l'utilisation d'un couteau afin d'éviter le bruit d'un coup de feu. Le 15 mars 2015, le plan fut exécuté. Après un concert, Cheryl accepta de ramener sa fille et Barnes à la maison. Une fois dans l'allée, Barnes, assis à l'arrière, se jeta sur elle et la poignarda. Jaime resta à l'avant du véhicule pendant l'attaque. Après le meurtre, à Indiens, ils tentèrent un camouflage maladroit. Ils transportèrent le corps dans une zone boisée et essayèrent de l'enterrer sommairement. Ils nettoyèrent la voiture à l'eau de Javel. Le lendemain, Jaime appela la police pour signaler la disparition de sa mère, jouant le rôle de la fille inquiète. Mais leur téléphone racontait une autre histoire. Des milliers de messages documentaient chaque étape du complot. Les enquêteurs arrêtèrent les deux jeunes et les inculpèrent comme adultes pour meurtre au premier degré. Le procès opposa deux visions. La défense d'Jaime la présenta comme une mineure manipulée par un adulte prédateur. Celle de Barnes affirma qu'elle avait été l'instigatrice froide et déterminée. Face aux preuves écrites de sa propre main, Jaime accepta un accord de plaidoyer. Elle plaida coupable en échange d'une peine de 35 ans à perpétuité et témoigna contre Barnes. Ce dernier fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire demeure un avertissement glaçant sur la puissance des relations virtuelles. Chaque message envoyé depuis un écran peut devenir une pièce à conviction irréfutable. Le monde numérique, censé être intime et privé, peut se transformer en archive complète d'une conspiration meurtrière. Une adolescente en combinaison orange sourit devant le juge. Elle fixe la caméra, pointe ses yeux, esquisse des grimaces étranges. La vidéo devient virale. Sur Internet, elle est présentée comme l'image froide d'un mal assumé, mais derrière ce sourire déroutant se cachait une réalité infiniment plus complexe, un effondrement psychiatrique profond. En 2013, Isabella Guzman, 18 ans, vivait avec sa mère, Yoon Mi-hoi, et son beau-père à Aurora, dans le Colorado. Leur relation s'était fortement détériorée, les disputes étaient fréquentes, parfois violentes verbalement. Isabella avait quitté la religion de sa famille, ce qui avait amplifié les tensions. Mais les conflits domestiques n'expliquaient pas tout. Progressivement, Isabella sombrait dans une psychose sévère. Elle développait des délires paranoïdes dans son esprit. Et sa mère n'était plus sa mère, elle était devenue une entité malveillante nommée Cecilia. Convaincue d'être investie d'une mission quasi mystique, Isabella croyait devoir éliminer cette présence pour sauver le monde. Le 28 août 2013, elle envoya un message glaçant à sa mère « Tu paieras ». Le soir même, elle attendit que Yoon Mi-hoi monte à l'étage pour prendre sa douche. Son beau-père entendit un bruit sourd, puis des cris. La porte de la salle de bain était verrouillée. Lorsqu'il réussit à entrer, la scène était insoutenable. La victime avait été poignardée 151 fois. Isabella quitta calmement la maison, un couteau à la main. Arrêtée le lendemain, elle comparaît devant le tribunal. C'est lors de cette audience que la vidéo virale fut filmée. Beaucoup y virent un sourire cynique. Les psychiatres, eux, y reconnurent les signes évidents d'une psychose active. Les évaluations médicales conclurent unanimement à une schizophrénie paranoïde sévère. Les experts attestèrent qu'au moment des faits, Isabella était incapable de distinguer la réalité de ses délires. Elle croyait sincèrement agir en état de légitime défense contre une entité imaginaire. Le tribunal accepta le verdict de non-responsabilité pénale pour cause d'aliénation
retardation mentale. Elle fut internée dans un établissement psychiatrique d'État plutôt qu'incarcérée. En 2020, elle demanda des permissions de sortie, affirmant être stabilisée grâce au traitement. La demande fut rejetée, le tribunal estimant qu'elle devait rester sous surveillance médicale. L'affaire Isabella Guzman est souvent simplifiée sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle représente un cas emblématique de maladie mentale sévère menant à une violence extrême. Elle oblige à distinguer la cruauté consciente de l'effondrement psychiatrique. À 12 ans, la vie devrait être faite d'école, d'amitiés innocentes et de rêves simples. Pourtant, derrière le visage calme d'une élève de 7e année pouvait se cacher une détermination glaçante. Comment une enfant de cet âge peut-elle participer au massacre de sa propre famille, au nom d'un amour interdit et d'un univers imaginaire peuplé de ténèbres? Dans la petite ville de Medicine Hat, en Alberta, Canada, la famille Richardson menait une existence tranquille. Mark et Deborah Richardson élevaient leurs 2 enfants, Jasmine, 12 ans, et Jacob, 8 ans, dans un quartier résidentiel sans histoire. Rien ne laissait présager la tragédie qui allait bouleverser le pays entier. Au printemps 2006, Jasmine entama une relation secrète avec Jeremy Steinke, 23 ans. L'homme cultivait une identité gothique. Il se présentait comme un être marginal et affirmait être un loup-garou âgé de 300 ans. Leur relation s'est développée en ligne, notamment sur des plateformes comme vampirefreaks.com où ils échangeaient des centaines de messages. Dans cet univers virtuel, ils se voyaient comme des amants maudits, incompris par un monde hostile. Lorsque les parents découvrirent cette relation illégale, ils interdirent immédiatement tout contact. Pour eux, il s'agissait de protéger leur fille d'un adulte manipulateur. Pour Jasmine et Jérémy, c'était une oppression insupportable. Les messages échangés prirent alors une tournure sinistre. Jérémy écrivit qu'il avait un plan, cela commencerait par les tuer et se terminerait par leur mariage. Jasmine répondit que cela devait être fait. Dans la nuit du 23 avril 2006, la fiction macabre devint réalité. Jeremy Steinke pénétra dans la maison des Richardson. Il se rendit dans la chambre parentale et poignarda mortellement Mark et Deborah. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Dans un acte d'une cruauté insoutenable, Jasmine entra dans la chambre de son petit frère Jacob. L'enfant supplia pour sa vie. Pourtant, sa propre sœur participa activement à l'attaque qui lui coûta la vie. Le lendemain, l'absence des enfants à l'école alerta les autorités. La découverte des corps déclencha une vaste chasse à l'homme. Jasmine fut d'abord considérée comme une victime potentielle. Mais la vérité surgit rapidement grâce aux preuves numériques. Les messages en ligne révélèrent l'intégralité du complot. Le couple fut arrêté dans une province voisine sans résistance. L'affaire provoqua une onde de choc national. Jasmine devint la plus jeune personne de l'histoire canadienne à être inculpée pour meurtres multiples. En raison de son âge, son identité fut protégée sous les lois relatives à la justice pour mineurs. Lors du procès, les procureurs lurent les échanges numériques détaillant la planification méticuleuse du crime. Jeremy Steinke fut condamné à la prison à perpétuité pour 3 meurtres au premier degré. Jasmine, reconnue coupable également, reçut la peine maximale prévue pour une mineure au Canada. 10 ans, incluant une période en institution psychiatrique et une supervision progressive. La partie la plus controversée survint après sa libération. En 2016, après 10 années de traitement et de réhabilitation, Jasmine fut remise en liberté sous une nouvelle identité. Elle poursuivit des études universitaires et mena depuis une vie anonyme. Donc cette affaire soulève une question profondément dérangeante. Un enfant capable d'un tel acte peut-il réellement être réhabilité? Le système judiciaire canadien a répondu par l'affirmative. Mais pour la communauté de Medicine Hat et pour les proches des victimes, la cicatrice demeure indélébile. Pour de nombreux parents immigrés, le rêve est clair. Un enfant modèle, brillant, discipliné, destiné à réussir là où eux ont dû lutter. Mais que se passe-t-il lorsque ce rêve devient une pression écrasante? Lorsque la peur d'avouer l'échec pousse une fille à bâtir un mensonge si vaste qu'il ne peut survivre qu'au prix du sang? À Markham, dans la banlieue de Toronto, Jennifer Pan incarnait en apparence la réussite parfaite. Fille de parents vietnamiens exigeants, elle se présentait comme une étudiante en pharmacologie, pianiste
artiste accomplie et ancienne patineuse artistique primée. Ses parents, Anne et Bish Pan, croyaient voir en elle l'aboutissement de leur sacrifice, mais cette réussite était une illusion soigneusement construite. En réalité, Jennifer avait échoué à plusieurs cours dès le lycée. Incapable d'affronter la déception de son père, elle commença à falsifier ses bulletins scolaires. Elle forgea des lettres d'admission universitaire, remplit des cahiers de fausses notes de cours et prétendit assister à des classes qu'elle ne fréquentait jamais. Pendant des années, elle quitta la maison chaque matin comme une étudiante assidue, passant en réalité ses journées dans des bibliothèques ou des cafés pour maintenir la façade. Ce double mensonge devint une prison. En parallèle, elle entretenait une relation secrète avec Daniel Wong, son petit ami du lycée. Ses parents désapprouvaient fortement cette relation qu'ils considéraient comme une distraction nuisible. Et lorsqu'ils découvrirent une partie de la vérité, il était notamment qu'elle ne vivait pas près de l'université comme elle le prétendait, ils la ramenèrent chez eux et imposèrent une surveillance stricte, téléphone confisqué, déplacements limités, interdiction formelle de voir Daniel. Pour Jennifer, l'étau se resserrait. La révélation totale de son mensonge semblait imminente. C'est alors qu'un plan monstrueux prit forme. Avec Daniel, elle décida que la seule issue serait la mort de ses parents. Les motivations mêlaient désir de liberté, vengeance émotionnelle et appât du gain, un héritage estimé à environ 500 000 $. Le 8 novembre 2010, le plan fut exécuté. Jennifer déverrouilla la porte d'entrée de la maison familiale. 3 hommes engagés par l'intermédiaire de Daniel entrèrent armés. L'un boy ligotèrent Jennifer pour simuler une agression, puis conduisirent ses parents au sous-sol. Des couvertures furent placées sur leur tête. Les coups de feu retentirent. Bish Pan mourut sur place. Anne Pan fut grièvement blessée au visage et à l'épaule, mais survécut. C'était l'erreur fatale. Pensant qu'il allait mourir, Anne entendit sa fille parler calmement aux assaillants. Après leur départ ici à Weiss, il réussit à se libérer et à fuir chez un voisin pour appeler les secours. Son témoignage détruisit immédiatement la version de Jennifer. Au poste de police, elle joua le rôle de la fille traumatisée. Mais face aux incohérences et aux révélations de son père, son récit s'effondra. Les enquêteurs découvrirent l'ensemble de son double mensonge. Les faux diplômes, les notes inventées, la vie secrète. En 2014, après un procès très médiatisé, Jennifer Pan fut reconnue coupable de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Elle fut condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. En 2023, une cour d'appel ordonna un nouveau procès concernant la qualification de meurtre au premier degré en raison d'une erreur technique dans les instructions au jury. Néanmoins, elle demeure incarcérée. L'affaire Jennifer Pan est une étude glaçante sur la pression parentale, le mensonge chronique et l'escalade vers la violence. Elle montre comment la peur de perdre une image peut devenir un moteur aussi puissant que la haine ou la cupidité. Certaines amitiés adolescentes ressemblent à des univers parallèles, des mondes secrets nourris de rêves partagés, de codes privés et d'une certitude commune d'être incomprise. Mais que se passe-t-il lorsque ce monde imaginaire devient plus réel que la réalité elle-même, lorsque 2 jeunes filles, convaincues d'être supérieures au reste du monde, décident qu'un meurtre est le seul moyen de préserver leur univers? Au début des années 1950, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, Pauline Parker et Juliette Hume étaient 2 adolescentes brillantes mais isolée. Pauline venait d'un milieu modeste et se sentait étouffée par une existence qu'elle jugeait banale. Juliette, fille d'un universitaire respecté, avait grandi dans la maladie et la solitude. Leur rencontre à l'école fut immédiate, presque fusionnelle. Elles développèrent un monde imaginaire qu'elles appelèrent le 4e monde. Un royaume fantastique avec sa propre mythologie, ses lois, ses personnages royaux. Dans cet univers, elles étaient des créatrices, des génies incompris au-dessus des règles ordinaires. Elles consignaient leurs pensées dans des journaux intimes détaillés où réalité et fiction se confondaient progressivement. Leur attachement devint exclusif, obsessionnel. Les familles commencèrent à s'inquiéter de cette relation jugée malsaine. Puis survint l'événement déclencheur. Les parents de Juliette annoncèrent leur divorce et décidèrent de l'envoyer vivre en Afrique du Sud. Pour les 2 adolescentes, la séparation était impensable. Pauline souhaitait
souhaité accompagner Juliet, mais sa mère, Honora Parker, refusa catégoriquement. Dans l'esprit des jeunes filles, Honora n'était plus une mère protectrice. Elle devenait l'antagoniste principale de leur histoire, l'obstacle à éliminer pour préserver leur monde parfait. Dans leurs journaux, le projet prit forme. Elles écrivirent qu'elles étaient excitées par l'idée, nerveuses mais convaincues de la nécessité de l'acte. Le 22 juin 1954, elles invitèrent Honora à une promenade dans le parc Victoria. Dans un sac, Pauline transportait une brique enveloppée dans un bas. Lorsque sa mère se pencha pour ramasser un objet tombé, Pauline frappa. Juliette participa ensuite à l'agression. Honora fut frappée plus de 40 fois. Après le meurtre, les adolescentes tentèrent de simuler un accident, mais les blessures étaient incompatibles avec une simple chute. Les enquêteurs découvrirent rapidement l'arme du crime et surtout les journaux intimes qui détaillaient leur planification. Le procès devint une affaire internationale, choquant la Nouvelle-Zélande par son mélange de jeunesse, d'obsession et de violence. Trop jeunes pour la peine de mort, elles furent condamnées à une détention à la discrétion de Sa Majesté. Elles purgèrent environ 5 ans chacune dans des établissements séparés, avec interdiction de se revoir à leur libération. L'histoire prit ensuite une tournure presque irréelle. Juliette Hume changea de nom et devint Anne Perry, auteure à succès de romans policiers historiques en Angleterre. Pendant des décennies, ses lecteurs ignoraient que l'écrivaine célèbre avait été impliquée dans un meurtre adolescent. Pauline, quant à elle, mena une vie discrète et recluse. Cette affaire reste l'un des cas psychologiques les plus étudiés du XXe siècle. Virtual démontre comment une relation fusionnelle peut engendrer une réalité alternative si puissante qu'elle justifie, aux yeux de ceux qui la vivent, l'impensable. La rébellion adolescente est un phénomène universel, disputes sur les fréquentations, conflits d'autorité, désirs brûlants d'indépendance. Mais que se passe-t-il lorsque ce désir se transforme en calcul meurtrier, lorsqu'une jeune fille décide que la liberté et l'héritage familial valent plus que la vie de ses propres parents? Dans la station huppée de Bellevue, dans l'Idaho, la famille Johnson semblait mener une existence idéale. Alan et Diane Johnson étaient des entrepreneurs prospères. Leur fille de 16 ans, Sarah, bénéficiait d'un confort matériel considérable, voiture, vêtements de marque, liberté financière. Pourtant, derrière cette façade de réussite se cachait un conflit constant. Le point de tension principal était la relation de Sarah avec Bruno Santos, 19 ans. Ses parents désapprouvaient fermement cette liaison et dit qu'ils jugeaient inappropriée et dangereuse. Les disputes devinrent quotidiennes. Finalement, Alan et Diane imposèrent un ultimatum, mettre fin à la relation ou quitter la maison. Lorsque Sarah refusa, ils décidèrent de l'envoyer dans un internat hors de l'État. Son départ était prévu pour le 2 septembre 2003 au matin. Pour Sarah, cette date devint un compte à rebours. À l'aube de ce même jour, quelques heures avant son départ, elle entra dans la maison d'hôte où son père conservait un fusil de chasse Winchester à haute puissance. Elle récupéra l'arme et retourna silencieusement dans la résidence principale. Elle se rendit d'abord dans la chambre de sa mère. Diane Johnson dormait. Sarah tira une balle dans sa tête, la tuant instantanément. Elle se dirigea ensuite vers la chambre parentale où son père dormait et tira à nouveau, le touchant mortellement. Après les tirs, elle jeta l'arme dans les buissons et courut chez un voisin, prétendant avoir découvert ses parents morts après avoir entendu des coups de feu. Elle suggéra l'hypothèse d'un cambriolage. Cependant, l'enquête révéla rapidement des incohérences. Aucune trace d'effraction, aucun objet de valeur manquant. La scène indiquait un crime interne. Le tournant décisif survint lorsque les enquêteurs fouillèrent les poubelles extérieures. Ils y trouvèrent un peignoir rose taché de sang et un gant en latex. Les analyses ADN lièrent directement Sarah au meurtre. Au procès en 2005, l'accusation soutint que Sarah avait agi par désir de liberté et pour hériter d'un patrimoine estimé à plusieurs millions de dollars. La défense tenta d'introduire le doute, mais les preuves médico-légales étaient accablantes. Le jury la déclara coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré. En raison de son âge, elle échappa à la peine de mort, mais fut condamnée à 2 peines de prison à vie. Son dossier connut un rebondissement après une décision de la Cour suprême des États-Unis interdisant les peines obligatoires de perpétuité sans possibilité de libération pour les mineurs. Elle obtint une nouvelle audience en 2021.
mais la sentence fut maintenue. L'affaire Sarah Johnson reste le portrait d'un privilège transformé en rage destructrice, une adolescente qui avait tout mais considéra que cela n'était pas suffisant. Ces affaires révèlent une vérité profondément dérangeante. Le mal ne surgit pas toujours de l'ombre. Il peut naître au cœur même du foyer, derrière un visage juvénile, dans une chambre d'adolescent, dans un message envoyé au milieu de la nuit. Amour obsessionnel, pression familiale, manipulation, psychose, mensonge. Chaque histoire que nous avons explorée montre à quel point la frontière entre innocence et destruction peut être fragile. Derrière chaque dossier se trouvent des vies brisées, des familles anéanties et des questions qui continueront de hanter les esprits. Un enfant peut-il être entièrement responsable? Peut-on vraiment se reconstruire après l'impensable? Si cette analyse vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune enquête. Partagez votre avis en commentaire. Quelle affaire vous a le plus bouleversé?